Découpage du réel. Je pensais au découpage du réel. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on peut nommer réel? Par exemple, je pensais à comment, oui, on a découpé, segmenté le monde, les journées, les remplissages, aller à l'école, par exemple aller à l'école en vélo, ranger son vélo, étudier, manger à telle heure, dormir à telle heure. Comment en fait finalement on a découpé ce quotidien et ce réel. Parce qu'en fait, c'est ça de quoi on parle et on discute. Donc, quand on dit quelqu'un, par exemple, qu'il est en dehors du réel, alors est-ce qu'il serait en dehors de ce découpage? Parce que qu'est-ce qu'on nomme réel quelque part? Qu'est-ce qu'on peut nommer réel? Finalement, on ne peut rien nommer de réel, parce que là, je regarde par la fenêtre, je vois la neige qui tombe. Neige qui tombe. Mais neige, c'est un mot qu'on a inventé. Tombe aussi. Du coup, le réel se réfléchit dans les mots. Mais qu'est-ce qu'il y a de réel là-dedans? Puisque quelque part, ce sont que des inventions. Donc en vrai, qu'est-ce qu'on peut nommer vraiment de réel? Le réel, en fait, il nous échappe concrètement. Après, ce qu'on peut nommer quelque part la réalité, c'est finalement la réalité qui a été formée sociétalement parlant, avec ce découpage, cette réalité matérielle, on va dire, qui fait qu'on aurait besoin de ça, ou qu'il faudrait rentrer dans telle norme, que telle mœurs n'est pas admise, serait choquante, ne pourrait pas, par exemple, se faire en public. Voilà, on pourrait traiter ça finalement de fou, de pas conventionnel, par exemple, comme c'était Diogène, je crois. Hein, Diogène, oui, me semble-t-il. Oui, c'est ça, celui qui vivait dans un tonneau, c'est ça. Je crois qu'il se branlait en public. Du coup, vous voyez, ça peut être choquant quand même, hein, comme vue. Du coup, mais c'est choquant à partir de quoi? À partir de nos conventions. Parce que, par exemple, pour l'homosexualité, l'homosexualité, alors je sais plus, c'est chez les Perses, je crois, c'était accepté, c'était toléré même par la loi. Et je crois dans un autre peuple qui est chez les Grecs ou chez les Romains, c'était interdit. Donc en fait, à partir de quoi on pense, quoi, c'est ça surtout, à partir de quoi on pense et comment on découpe notre réalité, la réalité. Mais est-ce qu'on peut vraiment nommer la réalité? En fait, la réalité, elle nous échappe. Dès qu'on la nomme, elle nous est pas saisissable. Euh, du coup, difficile concrètement de parler une matérialité. Après, une matérialité, vous voyez, je fais un lapsus. Euh, de parler d'une réalité, quoi, clairement. Donc voilà, après, je pense que c'est un peu comme une sorte de langage étiquette qui fait langage utile qui nous permettrait d'avoir une sorte de stabilité dans une pensée et dans un quotidien, un découpage, le découpage du réel, de faire ci, de faire ça, voilà, emmener ses enfants à l'école, éduquer les enfants, avoir une famille, partir en vacances, voilà, tout ce découpage qui quelque part peut être confortable aussi, qui nous amène quelque part une sorte de stabilité psychique, réalité
psychique, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de réalité? Je pense pas tellement qu'on peut clairement parler d'une quelconque réalité, et plus finalement dans le découpage de normes, de conventions, de ce qui est communément admis, de ce qui fera que on pourra passer, comment on dit, on sera un peu plus, je sais pas si le mot c'est conforme, mais alors après, est-ce que c'est bien intéressant voilà, d'être conforme, voilà, parce que je pensais, en fait, il y a des gens, par exemple, quand je vais au supermarché, je remarque telle personne ou telle personne, voilà, ou quand je marche, tac, je remarque telle personne ou telle personne. Je vois telle personne, en fait, me marque. Il y en a d'autres, ils passent totalement à travers. On les voit pas. C'est comme des gens un peu qui sont un peu, je sais pas, on les voit pas, quoi. On les reconnaît pas. Ils ont, je sais pas, une identité un peu passe-partout qui fait que, ouais, c'est ça, je sais pas. Alors, est-ce que notre œil est plus attiré vers telle ou telle personne, donc voilà. Après, ça me fait penser aussi à Nietzsche qui dit, mais quelque part, un peu quelle banalité de rester dans des sortes de pensées communes. Voilà, ce découpage du réel, quelque part aussi, il institue cela. Bon, bref, après, je ne vais pas parler de tout, mais ça pourrait me faire rebondir sur le livre de Saxe, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Donc, je crois qu'il définissait quelque part les effets de la syphilis à un moment, qui fait qu'il y a une sorte d'excitation au niveau de la pensée et tout. Bon, alors apparemment Nietzsche aurait eu la syphilis. C'est ça qu'on pourrait nommer quelque part sa folie, voilà, mais la folie de Nietzsche, tellement quand il parle, moi, quand il me parle, ça me parle, des fois. Bon, alors après, des fois, quand il parle, ok, je ne comprends absolument rien, surtout dans Ainsi parlait Zarathustra, là, c'est vraiment du langage fleuri, quoi. Hein. Et après, bon, ça me fait un peu rire avec les commentateurs qui viennent à expliquer ce que Nietzsche a voulu dire. Mais est-ce que même lui, il a su ce qu'il a voulu dire, quoi? Bon, bref, donc voilà. Mais bon, tout cela est très sérieux, hein, les historiens de la philosophie, voilà, hein, les grandes carrières d'universitaires, etc. Bon, bref, du coup, voilà, je pensais à ça. Puis je pensais aussi à un autre truc. Je regardais Deleuze la dernière fois sur l'abécédaire de Deleuze, et donc du coup, le T comme tennis. Et lui, donc, il parlait en fait du jeu de Björk, euh, voilà, et d'autres joueurs, on va dire, un peu de son époque, en disant, ah bah lui, il jouait comme un aristocrate, alors lui, il jouait de telle manière. En fait, il les définissait par rapport, quelque part, à une position sociale. Alors moi, ça m'a fait penser au tennis. Ben, le tennis, quelque part aussi, de la joute verbale. Le jeu, voilà, je t'envoie une balle, tu m'en renvoies une, je te l'envoie de telle sorte, je te la lifte, voilà, je te fais un renvoi un peu plus sec, un renvoi un peu plus puissant, un renvoi même, comment on dit, un peu plus, euh, comment on dit, trompeur, c'est-à-dire tu crois que je vais t'envoyer telle joute verbale et puis finalement, quelque part, je te l'amortis au dernier moment et pas, tac, ça passe, on va dire, un peu crème, t'as le point, mais l'autre, il est totalement interloqué. C'est ça aussi le tennis. Le tennis, c'est comme une sorte de joute verbale entre celui qui envoie la balle, l'autre qui la renvoie, et toujours, en fait, finalement, il y a une sorte d'acte créateur dans ce envoie, renvoie, envoie, renvoie, mais quelque part aussi, il faut essayer d'arriver à déstabiliser, j'allais dire, son adversaire. Si le but, quand même, est de gagner, c'est la déstabilisation. Si quelque part, l'autre, il te voit clair dans ton jeu, bon, après, il peut y voir clair dans ton jeu, mais tu peux parvenir aussi, quelque part, à le gagner parce que il n'aura pas le niveau quelque part pour te suivre, et voilà, et quelque part tu auras le dessus.
voilà, comme, on va dire, comme les grands joueurs de tennis. Bon, bref, voilà, ça m'a fait penser à ça. Mais c'était assez amusant, cette définition que Deleuze pouvait avoir sur les joueurs de tennis. Entre lui, il joue d'une manière un peu aristocratique. Alors lui, c'est un aristocrate, mais il veut aller vers le peuple. J'ai trouvé ça... C'est là où je trouve la philosophie assez fascinante, parce que quelque part, elle dépasse les opinions communes et elle va euh, arriver à décrypter des comportements. Bon, alors après, ok, peut-être hum, ça reste des interprétations, ça peut être des inventions, mais quelque part, des fois, il y a vraiment quelque chose qui est parlant, qui peut être parlant et qui peut être même quelque chose de vrai, quoi, de palpable. Après, bon, voilà, hein, Deleuze aussi dit que la philosophie, c'est l'art aussi de créer des concepts, quoi. De créer des concepts. Mais quelque part, voilà, ceux qui sortent un peu l'épingle, bon, est-ce que c'est vraiment les grands créateurs qui ont su vraiment créer quelque chose d'original, ou ceux qui ont su surfer quelque part aussi sur une vague, euh, d'où l'histoire qui est le lien et qui tient toujours finalement, on va dire, euh, l'exergue, ouais, du créateur, quoi, cette sorte de continuité. On ne crée pas à partir de rien. Il y a une histoire qui a précédé, voilà. Alors après, on crée aussi à partir de ce qu'on est, de notre personnalité. euh, voilà, mais c'est là où c'est intéressant, oui, cette vision de philosophe, voilà, qui arrive à nous faire prendre un autre point de vue finalement sur les choses. Comme je regardais une petite émission la dernière fois, c'est parce que j'ai un devoir d'informatique à faire. Bon, je me dis ça peut être sympa, c'est créer une vidéo, du coup. Bon, bref, on avait quelques idées, c'est apprendre à faire des montages. Et du coup, c'était que perdons-nous à gagner du temps? Et je sais pas si c'est Helmut Rosa ou ça se trouve, je dis mal son nom, mais du coup, il avait aussi une vision intéressante sur ce fait de, voilà, le sort de gagner du temps. Bah, gagner du temps, et finalement, est-ce pas en perdre aussi? Voilà, bon après, je sais pas si c'est exactement ce qu'il disait, mais voilà, c'est vrai que des fois, gagner du temps, est-ce pas se sentir encore plus submergé, gagner du temps, mais oui, voilà, c'est vraiment gagner du temps, et finalement, n'est-ce pas en perdre? Voilà, quoi, moi, ça a été un peu ma conclusion. Alors après, on peut pas tout balancer et rester comme ça dans un état laxatif, j'ai envie de dire. C'est plus un état, une sorte d'équilibre, voilà, toujours qu'il faut trouver une sorte d'organisation, même d'optimisation, bien sûr, du temps. Optimisation, après, c'est un bien grand mot, mais une sorte d'organisation qui ferait que ça nous laisserait après plus d'espace, justement, plus d'espace, et moins de, on va dire, se mettre, s'abrutir, se marteler avec quelque part 100 000 contraintes, se submerger quelque part par les tâches, par le quotidien. Voilà quoi. Voilà, petite réflexion matinale.